Bonjour et bienvenue dans Anxiété. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir mon amie Laure, que je connais depuis une vingtaine d'années, un peu plus même, on se connaît depuis le collège. Et dans cet épisode, on discute ensemble de notre rapport à l'anxiété, de la façon dont on a découvert qu'on avait des troubles de l'anxiété, la façon dont on l'a géré avant de savoir réellement ce que c'était, comment est-ce qu'on l'a géré quand on était entre amis ou seul, et comment la thérapie nous a permis de comprendre comment gérer cela et d'où ça pouvait provenir. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à lui donner une note de 5 étoiles. Ça permettra à d'autres personnes, d'autres anxieux et anxieuses de le découvrir. Je vous laisse avec cet épisode. Merci et bonne écoute. Laure, est-ce que tu voudrais te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Oui, je m'appelle Laure, je suis photographe, j'ai 34 ans, j'habite à Berlin depuis 11 ans et je m'apprête à emménager au Caire dans quelques semaines. Ok. Donc nous, ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait une vingtaine d'années à peu près. Ouais. On se connaissait déjà au collège. Moi, je t'ai retrouvé en venant m'installer à Berlin. Et je me souviens que je t'avais parlé à ce moment-là des troubles de l'anxiété, de mes troubles de l'anxiété. Je pense pas que tu t'en souviennes. Ouais, j'allais dire, je m'en souviens pas. Ouais, je t'en avais parlé un peu parce que c'est un sujet qui m'animait à ce moment-là. Ça faisait 2 ans que j'avais des troubles de l'anxiété. Et tu m'avais dit, mais je comprends grave ce que tu vis parce que moi aussi, j'ai eu des troubles de l'anxiété. J'ai eu des attaques de panique, etc. C'était en quelle année ? C'était en 2019. Ah oui. Et du coup, ça m'a intrigué à ce moment-là. On a continué à se voir évidemment dans notre vie à Berlin. On parle régulièrement de l'anxiété. On se reconnaît maintenant là-dessus aussi quand on s'en parle, de dire voilà, je suis un peu anxieux en ce moment. On n'a pas de mal à s'en parler, mais je trouve intéressant du coup de discuter de ça. C'est quoi pour toi ta relation à l'anxiété ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es reconnu dans ce que j'ai raconté à l'époque ? À l'époque où ça s'est passé 2019, en fait, je pense que j'ai été anxieuse une grande partie de ma vie et ça a commencé déjà à l'adolescence à cause d'un environnement dans lequel j'ai grandi surtout à l'adolescence avec une personne violente dans mon entourage. Et donc, j'ai grandi dans un climat de peur et de stress. Et donc, je suis certaine d'avoir été anxieuse depuis cet âge-là. Mais je pense que j'étais en autopilote. Donc, je me rendais pas compte de ce que c'était. Et en 2014 ou 2015, j'ai emménagé à Berlin. Et j'avais un rythme de vie, je pense, très fatigant. Je faisais beaucoup la fête, etc. Et il y a un moment où les choses ont craqué, mon corps a craqué, et c'est là où j'ai eu les premiers symptômes très forts de l'anxiété. Ou en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec mon corps et ma santé. Je suis certaine que c'était présent avant, mais que je vivais vraiment avec en autopilote. Et en fait, j'ai eu un épisode où j'ai perdu mes cheveux. Et j'ai eu vraiment des énormes trous sur la tête, au point où je pouvais plus faire de queue de cheval, je devais porter des casquettes, etc. Je me souviens plus du nom de ce que j'avais, mais j'ai vu des médecins et ils m'ont dit que c'était lié au stress intense et à l'anxiété. Ça a duré plus d'1 an parce qu'il y avait des rechutes, il y avait un trou qui se rebouchait avec des cheveux qui poussaient et il y en avait un autre qui apparaissait sur la tête. Ça, c'était pas l'alopécie ? Si. C'est ça ? Ouais. C'est le nom ? Ouais. Mais Ok. je crois que c'est ça, ouais, alopécie. Ok. Mais il y a pas plusieurs catégories d'alopécie, genre... Ouais, il y a sûrement. Ouais. Oh, bah après, je dis ça, je pensais que c'est qu'on en avait Non, parlé. si, t'as raison. C'était ce que m'avait dit la médecin à l'époque. Et donc, on m'explique que c'est lié au stress et à l'anxiété et que voilà, il faut que j'aille faire des câlins aux arbres et que je dorme et que je me relaxe pour que ça passe. Évidemment, c'est pas aussi facile. Et surtout, c'est le premier moment où je vois que j'ai des symptômes sur lesquels j'ai pas de contrôle. Donc, ça fait très peur, surtout quand t'es une femme, tu commences à perdre tes cheveux, t'as des trous sur ta tête. On te dit que ça pourrait, on m'avait même dit, le médecin m'avait même dit, ça pourrait être toute la tête. Peut-être que ça pourra pas repousser. Donc, c'est des commentaires qui aident pas du tout. Donc là, j'ai senti qu'en fait, c'était la première fois que mon corps me donnait un signal un peu d'alerte, tu vois, par rapport à mon stress. Et après, j'ai eu beaucoup de symptômes comme des difficultés à respirer. C'est-à-dire qu'il y a des matins où je me lève et j'ai un espèce de poids sur la poitrine.
et j'arrive pas à prendre des inspirations complètes. Donc ça fait genre, et j'arrive pas à respirer entièrement et du coup il y a un sentiment de panique, etc. Et je me souviens des périodes où parfois pendant une semaine c'était ça tous les matins. Et du coup il y a des moments où tu sens pas la force d'aller voir d'aller voir des potes, tu te sens pas la force d'aller dans je sais pas, des rendez-vous sociaux, des hang-out avec des amis, des dîners, enfin peu importe, c'est tellement fatigant et t'es tellement en panique, tu luttes pour respirer, pour être détendu que ça en vient ça t'immobilise, ça t'incapabilise, ça fait peur et puis surtout il y a vraiment tu vois, t'as un bobo, tu saignes, tu mets un pansement, bon, ça s'arrête. Là, quand c'est des symptômes comme ça, tu sens que c'est beaucoup plus profond. T'as très peu de contrôle dessus. Donc, c'est un peu la panique qui entraîne la panique, tu vois. C'est le stress qui entraîne le stress. Et il y a un côté vraiment... c'est hors de ton contrôle qui est un peu affolant. Mais du coup, je vis avec ça sans comprendre ce que c'est. Je vois bien qu'il y a un truc qui va pas et que c'est lié au stress et que ça m'handicape et que ça affecte ma vie. Mais je mets pas encore des mots dessus et je suis pas encore traitée pour. Et puis parfois il y a des épisodes de crise de panique où là j'en ai eu plusieurs, mais t'es presque au bord de l'évanouissement, t'arrives plus à respirer, c'est saccadé, t'es comme ça et limite tu t'effondres et t'as une peur, mais une peur intense qui te prend, tu crois que tu vas mourir. Mais pareil, à l'époque, j'ai pas d'accompagnement médical sur ça, donc je comprends que c'est des crises de panique et puis j'en parle, tu vois. On commence à parler de la santé mentale un peu plus à des amis, etc. autour de moi, mais je me fais pas encore soigner pour. Et quand on se voit du coup en 2019, je pense que c'est présent dans ma vie, mais j'ai pas encore les outils. Enfin, je le subis en fait. Je le subis vraiment et j'ai pas ni les outils ni l'accompagnement pour le gérer. Mes cheveux finissent par repousser, j'ajuste un peu aussi mon mode de vie, donc ça va mieux. Mais je pense que je me rends compte que il y a des années qui ont été accumulées avec beaucoup d'anxiété et qu'en fait là c'est un peu la bombe qui pète et que là en fait c'est vraiment des années de stress, aussi de trauma qui ressortent et que ça va pas partir en une journée. Ouais. Mais en fait c'est vraiment, tu vois, comme si t'avais couvert la cocotte minute et là c'est le trop plein et il va falloir essayer de gérer. Mais ça va prendre du temps, je me rends compte. Ouais. Et en 2022, suite à une rupture, je décide d'aller voir une psychologue pour la première fois de ma vie. Et donc au début, j'y vais moi pour lui dire que voilà, j'ai une rupture amoureuse qui est compliquée, que je souffre et que je suis triste, etc. Et là, on en vient à parler à nouveau de mon enfance et de mon adolescence. Et donc je lui parle de ces épisodes de violence. Et là, ma médecin me fait comprendre que c'est très grave ce qui s'est passé et que j'ai un trouble de l'anxiété. Puisque je lui parle de mes symptômes et en fait, elle connecte. Ouais. Et c'est là où je me rends compte que, en fait, je vis avec cette condition depuis des années, que j'ai sans doute voulu l'étouffer, qu'on n'a jamais mis les mots, que je me suis jamais fait accompagner, ni aider. Et là, c'est elle, enfin, qui me met des mots là-dessus et qui m'explique ce que j'ai. Et du coup, tu vois, quand on met un peu une explication ou une raison logique à quelque chose que tu traverses, c'est presque déjà aussi un soulagement. Ouais. Tu te dis, OK, j'ai ce problème-là parce que ça vient de ça, parce qu'il y a ça, et c'est un peu le début, je pense, du chemin parce que le plus dur dans l'anxiété, c'est que ça peut te paraître très irrationnel. Donc, quand t'as les crises de panique, quand t'as les crises d'anxiété, quand t'as les problèmes à respirer, etc., c'est très difficile d'être logique, de raisonner, de trouver une explication qui te calme. C'est vraiment la panique qui appelle la panique. Ouais. Et là, pour la première fois, quelqu'un met des mots et m'explique que si je suis comme ça, c'est parce qu'il s'est passé ça, c'est parce que du coup, je réagis comme ça, c'est parce que j'ai voulu me défendre, c'est parce que mon corps... Bref. Et je commence à être un peu plus éclairée sur ce qui se passe avec moi. Ok. Ouais. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Le fait d'avoir déjà, c'est vraiment la première étape. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je fais ce podcast, c'est permettre à des gens d'arriver à cette étape, de se dire, ok, en fait, ce que je vis là, c'est pas juste moi qui est en train de devenir fou ou folle, c'est il se passe un truc qui est lié à une anxiété. Cette anxiété, je peux pas forcément expliquer d'où elle vient déjà, mais au moins je peux comprendre que c'est lié à l'anxiété et c'est pas autre chose. Et puis il y a un côté qui est très isolant dans l'anxiété, où tu te sens très seul quand ça arrive. C'est un processus, en plus ça vient te prendre en général, voilà, quand t'es distrait, quand t'es avec des gens, c'est pas forcément là, ou en tout cas t'as ton esprit qui est amené ailleurs, donc tu focuses pas trop dessus, mais c'est quand t'es tout seul chez toi, c'est quand tu te réveilles seul le matin, c'est quand tu vas te coucher le soir, et il y a un côté très isolant avec l'anxiété.
Maintenant, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Et tu vois, heureusement, j'ai des gens dans mon entourage comme toi avec qui c'est facile de discuter de ça et ça fait du bien et on se retrouve dans nos expériences et on s'aide, etc. Mais à l'époque où c'est arrivé, j'avais peu de personnes autour de moi qui en faisaient l'expérience et oui, parfois t'as l'impression de devenir fou, t'as peur, tu comprends pas ce qui se passe, t'as pas les outils, puis tu n'es pas éduqué là-dessus. Enfin, Ouais. moi je me souviens qu'enfant, ado, etc. On nous a jamais parlé de santé mentale. Moi j'ai vu un psy pour la première fois, donc je sais plus quel âge j'avais à ma rupture, mais peut-être 29 ou 30 ans. Mm. J'aurais souhaité d'en voir en fait un beaucoup plus tôt, tu vois. Ouais. Parce que c'est hyper important, comme faire du sport, comme aller s'entraîner, je sais pas, moi, faire du yoga, des cours de tennis, de la course à pied, j'en sais rien, c'est bon pour ton corps, et bah, ta tête a aussi besoin de soutien, d'activités saines, Ouais. et comme on a peu, en tout cas, enfin, je parle de nous, peut-être de notre milieu, on a peu été éduqués à ça, le jour où ça t'arrive, tu te sens très seul, en fait. Et il y a cette partie, je trouve, au début quand tu vis avec l'anxiété ou tu as des troubles d'anxiété, il y a un moment au début, dans la première phase, où tu es très isolé. Et tu sais pas du tout comment t'en sortir, tu te sens très seul, tu paniques, t'as pas les codes. Ouais. Et encore, moi, je suis allée voir mon psy, enfin, à l'époque à cause d'une rupture, mais je me dis, tu vois, si j'avais pas ça, est-ce que j'y serais jamais allée? Et clairement, moi, la thérapie, ça a changé ça a changé ma vie avec l'anxiété, hein. Ça a aidé la guérison. Ouais. Et donc cette vie avant la thérapie, donc cette vie avec l'anxiété avant la thérapie, comment est-ce que tu pourrais la décrire? Est-ce que ça avait un impact sur toi au travail, par exemple, ou dans ta vie sociale? Comment est-ce que tu analyses en fait la façon dont l'anxiété prenait de la place dans ton quotidien? Bah, en fait, je subissais. Donc j'avais pas le dessus, j'avais pas de contrôle. Quand ça arrivait, c'était la panique. Ça régissait un peu tout dans ma vie. Donc les matins où je me réveillais et que j'arrivais pas à respirer, je savais que la journée entière allait se passer comme ça. J'avais tendance du coup à vouloir annuler les plans que j'avais, si je devais aller voir des amis. Soit c'était un effort énorme d'aller les voir parce que je voulais pas le montrer. Donc de se contenir, t'as du mal à respirer. C'est même en fait quand t'as du mal à respirer à cause de l'anxiété, t'as aussi du mal à parler. C'est compliqué de faire des phrases, etc. Donc soit tu fais semblant et c'est très dur. Soit t'annules, mais tu sais que la journée va se passer où en fait, tu subis. T'as pas de contrôle et à l'époque, moi, j'avais pas les outils pour me calmer, pour pouvoir calmer les symptômes, pour pouvoir me contrôler, pour pouvoir me relaxer. Donc c'était vraiment, ça arrivait et je me suis dit bon, allez, c'est reparti pour un tour. Ouais. Mais je me souviens de semaines où c'était un jour sur deux. Donc c'était hyper présent dans ma vie. C'était, ouais, je me souviens d'une époque où je trouvais que vraiment l'anxiété avait pris le dessus sur ma vie. Et donc un jour sur deux, par exemple, où tu vas avoir cette sensation de mal respirer, de pas bien respirer, et donc tu vas t'empêcher de faire des choses, et donc c'est un peu cette anxiété latente qui t'empêche de faire des trucs, ou un jour sur deux où t'as carrément des crises d'angoisse ou des... Non, j'avais pas non plus des crises d'angoisse. J'arrivais toujours à gérer, d'avoir une vie à côté. Et j'annulais pas non plus. Enfin, ça m'arrivait d'annuler, mais je me forçais très souvent. Mais du coup, c'était très éprouvant, très fatigant, et je me sentais très seule. Ouais. Puisque je me souviens je me souviens d'être à des dîners avec des amis ou prendre des verres, et en fait, je faisais semblant. Donc, je me reprenais, j'étais là, etc. Quand je parlais, et c'est juste que c'était très très fatigant. Je pense que les gens le voyaient autour de toi. Je sais pas. Je pense que mes très proches, ou peut-être, tu vois, mon ex avec qui je vivais à l'époque, oui, certainement. Les autres, je cachais bien mon jeu. C'est souvent ça, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, j'ai des amis bienveillants, donc peut-être qu'ils le voyaient, que je m'en souviens pas, mais quand bien même ils le voyaient, si tu veux, ça arrangeait pas le problème non plus, en fait. Ouais, ça a jamais occasionné une discussion avec un proche en mode attends, j'ai vu que ça allait pas, est-ce que ça va en ce moment? Ce genre de choses? Non. Non. Les discussions avec les proches, elles sont venues quand j'ai commencé la thérapie, que j'ai compris ce que j'avais et que du coup, Ouais. là, du coup, j'ai commencé à mettre mes limites. Par exemple, si un jour je me réveille et que j'ai de l'anxiété, que je me sens pas de faire quelque chose, j'arrête de me forcer. Je dis aux gens, bah, je suis anxieuse aujourd'hui, je me sens pas bien, je reste à la maison. C'est là où j'ai appris à mettre des distances saines, à mettre mes limites et à arrêter de me forcer. Et quand j'étais pas capable de faire quelque chose parce que j'étais submergée par l'anxiété ce jour-là, je me forçais pas. Et du fait que j'avais eu un diagnostic et que je me faisais suivre et que je me faisais aider, j'étais capable aussi. Enfin, je me sentais un peu plus légitime à dire bah non, en fait, je vais pas venir aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je me sens pas bien. Ouais. Et c'est pas un petit caprice, c'est j'ai les troubles de l'anxiété. Et j'expliquais aussi aux gens ce que c'était.
Ouais. Et les gens avaient beaucoup, enfin mes amis proches avaient beaucoup entendu parler de ce qui s'était passé quand j'étais plus jeune. Et du coup, moi je leur expliquais, bah voilà, en fait, ce qui s'est passé à l'époque, ça a résulté en une grande détresse, un grand stress. Et aujourd'hui, j'en paye les conséquences. Et c'est pour ça que j'ai aussi ces symptômes-là. Donc c'était un peu, tu vois, ça connectait les événements les uns aux autres. Et en fait, j'avais enfin une explication logique et pour moi et pour les autres avec ce qui se passait dans ma vie. Ouais. Et c'est très rassurant de pouvoir mettre des mots dessus, expliquer, bah en fait, y a rien d'anormal, je suis pas folle. Parce que parfois, quand tu fais des crises de panique en particulier, vraiment, tu crois que tu vas perdre la tête. C'est terrifiant. Mais je me souviens, ça m'était arrivé une fois, j'étais en Iran, j'étais à Téhéran chez des amis, on regarde un film, mais qui est un film très anxiogène, ça s'appelait Mother, avec Jennifer Lawrence. Mais c'est l'histoire d'une femme qui subit des trucs affreux de la part de son partenaire, mais c'est un peu genre psychodrama, c'est très sur la psychologie. Et on lui fait croire qu'elle devient folle, il se passe des trucs de fou. Et du coup, on regarde ce film avec des amis pendant 2 heures, et moi, je sens vraiment que je me sens très mal en regardant le film. Et ça monte, j'ai une angoisse. Et à la fin du film, un de mes amis, avec qui j'étais, Saman, me dit, j'ai adoré ce film. Et là, je l'ai regardé et je me suis effondrée. J'ai dit, mais comment tu peux dire ça? Et là, j'ai fait une crise de panique de fou. J'arrive pas à respirer. Je me suis à moitié évanouie sur le canapé et mon meilleur ami Ashkan voulait m'emmener à l'hôpital. Tu vois, c'était à ce point-là que j'étais mal. Mais à l'époque, c'était dans 2022. Donc, je savais déjà ce qui allait pas. Mais c'est vrai, quand ces moments-là, quand ces crises de panique arrivent, les vraies, tu vois, celles qui te font, t'es par terre en train de trembler, t'arrives plus à respirer, tu pleures, t'as peur, c'est terrifiant, hein. T'as une perte de contrôle, du coup, tu crois vraiment que tu vas en fait, c'est le moment où il se passe un truc dans ta tête, tu crois que que tu deviens cinglé et que tu ne reviens pas vers la raison. Tu penses que tu vas finir en HP. C'est terrifiant, hein, quand ça arrive. T'as l'impression de perdre le contrôle complètement. Et même que tu n'arrives plus à te raisonner, genre que tu deviens fou. Ouais. Ça fait flipper, hein. Ouais. Surtout quand t'es quelqu'un d'assez, moi je suis assez rationnel, je sais pas si je pourrais dire terre à terre, mais je suis ancrée, quoi, dans les... Plutôt cartésienne. Et voilà. Et quand un truc comme ça arrive, t'es là, mais wow, qu'est-ce qui se passe, quoi? À quel moment je reviens à la normale? Et il est où le bouton stop, tu vois? Ouais, exactement. Et dans ces moments-là, je pense que la raison, quand on est cartésien comme toi et moi, par exemple, la raison va nous dire, si vraiment je ressens quelque chose d'aussi fort, c'est que quelque chose de grave est en train de se passer. Ouais. Parce qu'on peut pas s'imaginer que c'est quand on n'est pas, quand on verse pas du côté de la psychologie ou quand on n'est pas suffisamment alerte sur ce sujet-là, forcément on va aller chercher quelque chose il se passe quelque chose de grave. Peut-être que c'est, voilà. Après, moi, je l'ai compris en voyant le film. C'est une femme qui est dans une situation d'abus où il se passe des choses affreuses, elle se fait violenter et personne réagit, elle subit. Donc bon, tu vois, je pense que j'ai vu ce film et que ça a dû réveiller des petits trucs en moi. Et quand je l'ai regardé, ça m'a mis pas bien. Tu vois, ça a trigger des choses, ça a réveillé des souvenirs ou des sensations. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est fou comme un stimuli extérieur. Exactement. Peut vraiment venir te chercher dans quelque chose de... Là où tu l'attends pas. Ouais, et de tout à fait, qui peut paraître tout à fait irrationnel de l'extérieur quand on n'a pas de trouble d'anxiété. Mes amis, ils avaient pas compris pourquoi j'ai fait ça après le film. Ils m'ont dit, mais... Exactement. Genre ça va. Ils étaient très bienveillants, hein. Ouais. Au contraire, ils voulaient m'aider, mais ils ont eu du mal à comprendre... je pense même après, tu vois, ils ont pas compris qu'est-ce qui avait pu déclencher une crise pareille. Et toi, donc, tu l'as compris en disant, c'est le thème du film qui a déclenché une crise. Ouais. Elle subit. Ouais. Un côté injustice où elle prend cher et personne ne lui vient en aide et je pense que ça réveille des trucs en moi. Ouais. Ça, c'est venu chercher ton histoire personnelle. Ouais, je pense. Mais je l'ai tout de suite senti, hein. J'étais pas bien quand je voyais le film, je l'ai senti monter. Et ce qui m'a vraiment le coup de grâce, ça a été quand mon pote m'a dit, mais moi, j'ai adoré ce film. J'étais là, mais comment tu peux adorer que quelqu'un se fasse martyriser comme ça? Et je pense que c'est là où je me suis dit, genre, ah non, mais c'est pas possible de dire quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est là où je suis partie, je suis partie dans la crise de panique. Ouais. Lui, mon pote m'a dit, genre, mais qu'est-ce que j'ai dit et tout? J'étais surtout dans un moment où t'as besoin de reconnecter avec les gens autour de toi, peut-être, de voir que quelqu'un a pas vu l'urgence d'une telle situation. Oui, c'est ça. De la même manière que toi. Ouais. Okay. Je vois. J'étais là, lui, il est tout détendu, il regarde son film, ça se passe bien et... Quel psychopathe. Ouais, moi, ça m'a... oui, peut-être que je le voyais comme le méchant aussi, tu vois, à ce moment-là. Je me suis dit, c'est pas possible en gros, c'était un peu valider ce qui se passait pour la fille dans le film, mais j'étais là, mais... Ouais. Non, tu peux pas faire ça. Non, c'était...
Ok. C'était pas top. Tu vois, moi, je t'expliquais que l'anxiété, pour moi, je pense qu'il y a un point de départ qui vient à un conditionnement, un environnement dans lequel j'ai évolué pendant plusieurs années, qui était très, très anxiogène et très angoissant. Est-ce que toi aussi, il y a une, comment on dit, une route, Une origin story, une ouais, origine, il y a une racine, voilà, un il y a point une de racine départ à ça, à quoi. ton anxiété ou, Alors, j'ai pas un événement traumatisant en particulier. Je pense que, enfin, tu vois, j'en ai discuté. Moi aussi, j'ai suivi une thérapie où il était question à ce moment-là plutôt de gérer donc les pensées automatiques qui me venaient, pas forcément de parler de mon enfance, etc. Même si c'est arrivé sur le tapis. mais d'abord, la priorité, c'était de gérer comment tu peux réussir à vivre Oui. avec ça et contrôler ça, parce que toi, c'était beaucoup plus impactant dans tes situations du C'est quotidien, ça, c'était quand même, plus enfin envahissant. pour moi, il y a un moment dans ma vie où je prenais plus les transports, Ah ouais, ouais, ouais. où vraiment, ne serait-ce que de rentrer dans le métro, c'était une source d'angoisse. Enfin, j'y pensais toute la journée avant d'y aller. Oh. Enfin, tu vois, il y a eu une phase comme ça. Après, ça veut pas dire que c'était, enfin, tu vois, on hiérarchise pas, tu vois, Non, non, les bien troubles de sûr. l'anxiété et tout. Mais pour moi, c'était donc la thérapie, c'était vraiment gérer ça pour arriver revenir à un quotidien qui fonctionne entre guillemets. Mais en même temps, il y avait quand même des réflexions sur bah voilà comment était l'enfance, etc. Et je pense que j'avais un terrain anxieux depuis tout petit. J'ai toujours eu plus ou moins peur de certaines situations, pas mal d'anxiété sociale depuis tout petit aussi, d'être plutôt discret parce que pas sûr de l'image que je renvoyais en public, ce genre de choses. Et je pense que oui, il y a aussi une sorte de stress, je pense, stress familial. Il y a certaines choses qui viennent de la famille. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, enfin très heureuse même, mais avec certaines choses qui peut-être n'étaient pas idéales et du coup qui se sont changées avec l'expérience et avec la façon dont j'ai grandi en anxiété et en difficulté à gérer cette anxiété pour pas qu'elle se transforme en trouble d'anxiété, etc. Mais je sais pas si c'est vraiment un événement particulier. À mon avis, moi, c'est vraiment arrivé, ça s'est déclaré à un moment où je gérais pas grand-chose dans ma vie. Mon couple marchait pas, mon travail marchait pas. Je savais pas trop, enfin, j'avais pas trop de ligne directrice un peu à suivre. J'étais un peu en petite crise en me disant, mais enfin, qui je suis en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et ça se manifeste, ça se manifeste aussi l'anxiété dans ton couple, dans tes rapports au couple en général? Ou c'est que plutôt là t'expliquais que c'était dans une situation du quotidien, enfin que c'était quand tu vas prendre les transports et quand tu vas Ouais. dans des endroits publics. Ouais, je pense que, enfin, je saurais pas trop expliquer précisément, pour être honnête, mais je sais que l'image que je renvoyais à un moment, c'était quelque chose de très très important, pas dans le sens où dans la coquetterie ou autre chose, mais juste de me dire est-ce que, enfin, que vont penser les gens de moi? Est-ce que, voilà, enfin, un peu une crise un peu d'identité. Je pense que j'essayais d'être un peu quelqu'un d'autre dans le couple dans lequel j'étais, parce que j'avais interprété des attentes dans le couple qui étaient enfin, je les avais interprétées comme je suis pas à la hauteur, donc il faut que je fasse les choses différemment, il faut que je sois quelqu'un d'autre, etc. Et puis derrière, bah, un travail qui fonctionne pas, quand ça va vraiment pas au taf, je pense que ça joue aussi sur le fait de bah, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le métro pour aller au taf, mais pas dans le sens paresse, mais dans le sens je sais que j'ai des problèmes qui m'attendent, et en plus ça va exacerber le fait que j'ai peur de pas pouvoir sortir du métro si jamais il reste bloqué entre deux stations, ce genre de choses. Tout ça, c'est un tout qui est très difficile à expliquer parce que Mm. tu peux pas vraiment pointer un truc du Ouais. doigt. C'est juste un ensemble de choses qui font que je me sens pas bien dans ma vie, ça me fait mal dormir la nuit. Mal dormir, ça me génère de l'anxiété. Cette anxiété, j'arrive pas à la gérer et j'ai pas de trucs auxquels me raccrocher. Je faisais pas beaucoup de sport à l'époque. Euh, je sais que faire davantage de sport, ça m'a aidé aussi à me sortir de ça, en parallèle d'avoir une thérapie, de trouver un métier dans lequel je me sens bien. Mais je pense que c'est encore plus dur quand t'as du mal à pointer le doigt sur quelque chose en particulier. C'est une espèce d'énorme nuage ou un gros marasme et dans lequel t'as du mal à savoir qu'est-ce qui est trigger et d'où ça vient. J'imagine que c'est encore plus difficile Bah de la ouais. maîtriser et d'en guérir ou en tout cas d'apprendre à vivre avec. En fait, ouais, c'est ça. Ce qui est dur, c'est que ça peut prendre des formes un peu partout, quoi. Oui. C'est
ça peut prendre forme dans n'importe quelle situation du quotidien, J'étais à un moment dans ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé. Ouais. Le trouble anxieux généralisé, c'est vraiment, tu as des troubles anxieux, mais en permanence. C'est-à-dire que tu es tout le temps, Wow. tout le temps, euh, contracté complètement. Tu es en permanence en hypervigilance, en fait. Oui, c'est ça. Et ça prend une place folle parce que tout devient un poids. Tout devient, tu vois, ne serait-ce que d'aller faire des courses, d'aller voir des potes, d'aller prendre un verre, chose que à l'époque j'aimais bien faire pourtant. Enfin, tu vois, ce genre de choses, toute activité sociale, toute activité qui implique de se confronter un peu au monde urbain, etc. C'était compliqué, quoi. Enfin, Mais même, j'ai remarqué que moi, quand je suis en phase anxieuse, bon, vraiment, ça m'arrive beaucoup moins maintenant. Mais quand j'ai des moments ou des journées où je suis anxieuse, je suis aussi très sensible au bruit. Un klaxon dans la rue va me faire une décharge et je vais me sentir hyper tendue tout de suite, voire vraiment, limite, tu vois, un peu kick de stress. totalement. Pareil avec le bruit, enfin, je deviens très sensible en fait au monde extérieur. Et la seule façon pour moi de me détendre, c'est d'être dans ma bulle, loin de, tu vois, loin de la vie extérieure. Ouais, exactement. J'ai exactement la même chose. Je suis Les très klaxons, sensible, quoi. Et je suis aussi potentiellement très irritable, hein. exact. J'allais dire Je ça. peux dégoupiller en 2 secondes, Ça quoi. génère une C'est, ouais. irritabilité qui est très difficile à vivre, je pense, quand tu vis en communauté, que ce soit, enfin, tu vois, ne serait-ce qu'en couple. Ouais, mon couple, il faut l'expliquer à l'autre aussi, Ouais, hein. c'est ça. Il faut l'expliquer, il faut réussir à le voir aussi, laisser la communication ouverte parce que, bah, oui, on est irritable et c'est pas de notre faute, mais c'est aussi dur à vivre pour l'autre. Ouais, bah, Donc, il faut quand même laisser la porte ouverte pour essayer de comprendre comment gérer ça. Enfin, ça n'aide pas évidemment au quotidien, mais c'est pas, je sais pas trop comment expliquer ça. Cette irritabilité, je la connaissais déjà dans ma famille. oui. Oui, oui, moi aussi. Et parce que je pense que l'irritabilité ne vient jamais vraiment de... tu vois, si tu rencontres quelqu'un d'irritable dans la rue, tu te fais dire, mais quel connard celui-là, ou un truc comme ça. C'est jamais si simple. C'est probablement que... Bah, Il y a un mal-être, ouais, qui va pas bien, qui est en détresse ce jour-là. c'est ça. Et du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je pense que le fait de mettre le doigt là-dessus, et on va parler de la thérapie Ouais. juste après, mais le fait de mettre le doigt là-dessus et de comprendre d'où vient, par exemple, ma propre irritabilité, ça m'aide à comprendre aussi celle qui vient de ma famille, celle qui vient de mon entourage, et, euh, et de mettre le doigt là-dessus, ça permet aussi d'être un peu plus empathique et de comprendre que... J'allais le dire, hein. Moi, depuis que je suis très clairvoyante sur ce que j'ai et sur ce que c'est que l'anxiété et les déclencheurs et les symptômes et comment ça se manifeste, je suis beaucoup plus empathique avec les autres. À partir du moment où j'ai fait de la thérapie, ça m'a donné un peu des clés de décryptage j'ai réussi à comprendre en fait ce qui se passait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un matin, je me réveille, j'ai du mal à respirer, comment on dit, ça me submerge et j'en suis un peu la victime, si tu veux. L'anxiété prend complètement le contrôle sur moi. À partir du moment où j'ai fait de l'anxiété, j'arrive du coup à reconnaître, à comprendre. Je me dis bon, ok, ce matin je ressens ça, c'est là parce que il y a moins de panique, donc j'arrive à identifier ce qui se passe et je suis beaucoup plus calme quand ça arrive. Et de la même manière, quand je vois des personnes qui ont l'air d'être en difficulté ou qui sont irritables ou tu vois, au lieu de penser bon bah c'est un connard qui s'est levé de mauvaise humeur ce matin ou quelque chose comme ça, je me dis bah c'est peut-être une personne qui galère, c'est peut-être une personne qui et du coup il y a un spectre beaucoup plus empathique avec lequel tu observes les gens autour de toi et qui est très bénéfique. Je pense que c'est je veux dire, positif appelle le positif, mais je crois pas qu'on regarde ça. Mais... Plus égale plus. Voilà. Léna Situation, c'est ma prochaine invitée d'ailleurs. Non. Mais Oh putain. t'imagines, ce serait incroyable. Sur son canapé rose. Ce serait ouf. Ouais. Vraiment. Peut-être un jour. I think that's highly unlikely. Toi, tu vas quand même dans des endroits où on pourrait être anxieux d'aller dans ces endroits-là en tant que Français, par exemple. On parle du Caire, on parle de l'Iran. C'est quand même des destinations qui sont pas les plus répandues parmi nos amis francophones. Est-ce que tu as déjà eu de l'anxiété vis-à-vis de ça? Est-ce que parce qu'il y a des gens, par exemple, qui auraient l'anxiété de prendre l'avion, Oui, oui. je sais que, enfin, je sais pas si c'est ok d'en parler, mais tu me diras si on coupe. Mais je sais qu'à un moment, tu avais par exemple l'anxiété de prendre le train. Ouais. Est-ce que d'aller dans des situations, enfin, quand même loin, en Iran, en Égypte, est-ce que ça te génère de l'anxiété?
Alors, bizarrement, soit je m'en rends pas compte, mais je le ressentirais. Donc, mon premier voyage en Iran, ça tombe au même moment. C'est la même année où j'ai de l'alopécie pour la première fois, où j'ai des trous partout sur la tête, j'ai plus de cheveux. Enfin, c'est la grande panique. Je suis vraiment au pic de mon anxiété non maîtrisée. Et par non maîtrisée, je veux dire que je suis pas soignée par un médecin, que je vois pas de psychologue encore. Donc, c'est sauvage, quoi. Il y a pas de contrôle dessus. Et c'est la même année où je décide d'aller pour la première fois en Iran voir une ancienne, comment on dit, camarade de classe avec qui j'avais étudié la photographie à Londres. Bref, et je vais en Iran et c'est vrai que j'arrive dans ce pays, je connais ni la langue ni la culture, je suis très peu éduquée, tout ce que je vois sur l'Iran dans les médias, c'est sous un spectre très négatif et très limité. En fait, moi, je me prête à découvrir un des pays les plus incroyables au monde et une expérience qui a changé ma vie pour toujours. Et c'est vrai que sur le papier, ça pourrait être typiquement la recette pour, tu vois, terrain anxieux. Et en fait, pas du tout. Et à l'inverse, c'est un peu une expérience qui m'a guérie. Ces voyages n'étaient pas déclencheurs de l'anxiété, bien qu'ils soient des sauts dans dans l'inconnu et dans du coup, des milieux que je maîtrise pas, dans un terrain que je maîtrise pas, où il y a beaucoup de facteurs qui sont hors de mon contrôle. Et bizarrement, pas du tout. Ça a été plutôt l'inverse, parce que je me suis retrouvée dans surtout quand je suis allée en Iran pour la première fois, en fait, dans un endroit où j'ai pas de repères, j'ai pas de code, tout est différent, tout est nouveau. Il y a rien qui me rappelle à la maison, il y a rien qui est familier. Et au lieu que ce soit un facteur peut-être, tu vois, angoissant ou paniquant, stressant, c'est l'inverse. Et je me redécouvre moi, je fais des rencontres nouvelles tous les jours, je réapprends à me connaître parce que je suis sur le spectre, peut-être, tu vois, de tout ce qui vient polluer d'habitude ma vie de tous les jours, avec l'anxiété, avec ce que j'ai dans ma vie à Berlin à l'époque. Et en fait, je me retrouve complètement à me re-rencontrer, et c'est la nouveauté tous les jours, c'est l'émerveillement, et t'es tellement dans le moment que je pense que t'as pas l'occasion d'être anxieux, je sais pas comment dire. T'es vraiment dans l'instant, c'est bête à dire, je sais, l'instant présent, mais Non, c'est pas bête. t'es dans la nouveauté constante, dans la découverte, t'es émerveillé, tes yeux, ton nez, tes oreilles, tout ce que t'entends, tout ce que tu sens, tout ce que tu manges, les rencontres que tu fais, et ça a été au contraire pour moi très guérisseur. Ouais. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé après, c'est que j'ai continué à aller en Iran pendant 6 ans, jusqu'à ce que ce soit plus possible. Et ensuite, j'ai commencé à aller en Égypte. Et pareil, je pense qu'à l'inverse, en fait. Là où on pourrait penser d'extérieur que le fait d'aller dans des pays comme ça, qui sont très éloignés de ta zone de confort, de ce que tu connais, ça peut être potentiellement un terrain pour le stress et l'anxiété. Pour moi, c'est l'inverse. C'est plutôt très guérisseur. Ouais, c'est intéressant. Si vous êtes anxieux, partez en voyage en Iran, ça va aller. Voilà, c'est bon, on a la solution. Cherchez pas plus loin, les gars. Pas en ce moment, peut-être c'est compliqué, mais... Mais je pense que, je rejoins ça. Alors, je suis pas allé en Iran ni en Égypte, mais le fait de partir en voyage, moi, je sais que c'était quand même un moment où, tu vois, en 2019, donc c'est quand on s'était retrouvés ici à Berlin. Moi, je faisais un voyage en Europe, une sorte de grand voyage en train en Europe, et c'était le fait pour moi d'être attendu nulle part. Qu'il n'y ait pas d'attente Exactement. à ma venue quelque part, que tout le monde s'en fout de moi, je suis un inconnu, et je passe à travers, tu vois, vraiment je passe entre les gouttes, entre guillemets, j'ai pas besoin de prouver ou de montrer quoi que ce soit. C'est comme une page blanche en fait. Et du coup, c'est une espèce de liberté folle. Oui. Bon, exact. En fait, je me sens trop bien parce que... Il y a pas d'attente autour de toi en fait. Tu donnes ce que tu as envie de donner, les gens te connaissent pas, ils ont aucun a priori sur toi, ils connaissent pas ton mode de vie, ils savent pas ce que tu fais, ils savent pas d'où tu viens. Il y a un côté très pur et très, je sais pas comment dire, très ancré, très dans le moment, et... Ça donne une sensation de pure liberté. Oui. Et qui derrière s'est changé pour moi en j'aimerais bien partager un peu cette liberté quand même, et du coup à revenir vers le côté social, sociable entre guillemets. Ça m'a permis aussi de me dire que j'y tiens quand même à ce contact avec les gens, et que t'en as besoin dans ta vie de tous les jours. Ouais, j'en ai besoin dans ma vie de tous les jours, alors que c'est ce qui me bloquait avant de partir. Ouais. De me dire mais en fait là la vie sociale est trop compliquée à gérer. Et donc ça fait du bien parce que d'un côté ça permet de respirer, de prendre le temps, surtout quand tu pars longtemps, quand tu as la chance de pouvoir partir longtemps. Mais derrière ça te rappelle aussi que tu peux pas juste être une personne que personne n'attend au tournant. Enfin,
Ce qui est génial aussi dans la vie, c'est le lien social. Ça fait La partie de ça. durabilité. Ouais, et exactement, et de D'être quelqu'un pour les autres aussi. Ouais. Tu vois, de pas toujours être la personne qui passe, qui voyage et que. exactement. Mm. Et donc de pouvoir revenir vers ça, d'avoir cette envie de retrouver ce goût à ça, ça a fait partie de, je trouve, de ma guérison qui a pris du temps aussi. Enfin, d'ailleurs, je sais pas je suis pas très à l'aise avec le fait de parler de guérison parce que on guérit pas de l'anxiété, on apprend à mieux la gérer. Moi, je pense qu'on apprend à vivre avec. Oui, c'est ça. On Et qu'elle apprend à prenne vivre- pas le dessus sur le reste de ta vie et que c'est en fait, au lieu qu'elle te contrôle, c'est toi qui la contrôle. Exactement. Mais je pense que moi, toute ma vie, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais elle sera toujours présente à un moment ou à un autre. Hein. Ouais. Ouais, complètement. Et puis elle revient parfois sous des formes plus ou moins Oui. supportables, ça dépend de plein de choses. Mais À des moments parfois où tu l'attends pas aussi, tu comprends pas, mais tu te Ouais. dis ça va passer. Mais l'avantage de faire ce travail-là, de travailler sur son anxiété, et puis donc du coup là on va pouvoir discuter de la thérapie, mais c'est vraiment d'apprendre à la gérer, et de moins être en panique quand elle arrive, en fait, quand C'est elle ça. sort un petit peu des limites de ce que devrait être l'anxiété normalement. Oui, le stress classique que les gens peuvent ressentir c'est normal aussi d'avoir du stress dans la vie de tous les jours. Hein. Ouais. Personne passe au-dessus de ça, je pense, mais. Ouais, complètement. Et du coup, sur la thérapie, tu disais que tu as fait une thérapie en 2022. En 2022, et en gros, je l'ai terminée l'année dernière. Même si, voilà, dans la dernière année, les séances étaient beaucoup plus espacées, mais j'ai eu 2 ans de thérapie presque hebdomadaire. Ouais. Et je pense que ça a été c'est là où il y a eu un avant et après anxiété, parce que d'un coup, j'étais plus seule dans mon trouble. Déjà, j'ai quelqu'un qui a mis un mot dessus, donc il m'a expliqué ce que t'as, c'est un trouble de l'anxiété. C'est sans doute lié à ça, ça et ça et ça. Donc, t'as enfin une explication rationnelle à ce qui se passe dans ta vie. Et puis, t'as une personne qui te dit que t'es pas folle. Quand tu lui racontes, t'as ressenti ça et ça, elle te dit, bah oui, bah c'est normal. En fait, tu sors de l'isolement, où tu vis le truc tout seul, t'es en panique, parfois t'as un peu honte, ou quand t'en parles aux gens souvent, mais il y a plein de gens qui comprennent pas ce que c'est que l'anxiété, donc ils ont pas les mots qu'il faut pour te rassurer, donc parfois ça te fait sentir encore plus seul quand t'as ces épisodes. Enfin, tout le monde autour de nous n'a pas d'anxiété, donc par exemple quand toi je t'en parle, tu comprends très bien, mais j'ai des personnes autour qui, si on parle à ma grand-mère, elle comprend pas ce que ça veut dire, quoi. C'est pas un truc de génération, il y a aussi des gens de mon âge qui comprendraient pas ce que ça veut dire. Ouais. Donc t'as enfin quelqu'un qui te regarde, qui te dit, déjà qu'il y a de l'empathie, qui te dit je suis désolée que tu ressentes ça, je sais que c'est dur de vivre avec, ça arrive à plein de gens, c'est sans doute lié à ça, et t'inquiète pas, vraiment elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas réussir à gérer, quoi, ça va aller mieux. Ouais. On va bosser ça ensemble. Donc t'as d'un coup un espèce d'espace hyper empathique avec quelqu'un qui prend presque soin de toi et qui t'explique que t'es pas voué à te réveiller parce qu'à l'époque quand j'ai commencé la thérapie c'était vraiment limite un matin sur 2 ou un matin sur 3 je me réveillais, je passais une journée entière où j'arrivais pas à respirer, où tu suffoques quoi, Ouais. avec des phases plus ou moins intenses, mais donc c'était très dur. Et en fait juste je pense d'avoir quelqu'un qui te dit tu n'es pas seul, ça arrive à plein de monde et c'est aussi normal vu ce que t'as vécu que tu ressentes ça et on va réussir. Déjà ça va beaucoup mieux. Et puis surtout tu sais que quand t'as des épisodes et que tu vas voir ta thérapeute ou ta psychologue, tu sais que tu vas la voir la semaine d'après, t'as quelqu'un qui tu vas pouvoir raconter. Et en fait, tu reviews ces épisodes d'anxiété avec la personne et elle t'aide à décrypter. Elle te dit, bah tu vois, c'est là où tu arrives à comprendre comment on dit trigger, qu'est-ce qui déclenche ton épisode d'anxiété. Et ensuite, elle t'aide à te donner les codes et les outils pour pouvoir le gérer. Mais rien que le fait de comprendre d'où ça vient et de savoir l'observer, déjà, t'es moins en panique. Je sais pas comment expliquer. Mais moi, aujourd'hui, quand ça arrive, au lieu d'avoir peur, j'ai plus peur, mais je me dis, ça m'emmerde un peu. Je me dis, bon, ça va être une journée fatigante parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais avoir un peu de mal à respirer, que ça va un peu me bloquer. Parce que parfois, ça te bloque au point que t'arrives pas à faire la cuisine, t'arrives pas à prendre ta douche parce que t'es là, t'es en train de suffoquer tout le temps. Ouais. Ça, maintenant, ça arrive plus. Quand ça arrive, je suis là, genre, oh merde, quoi, encore. Bon. La flemme, limite, c'est la flemme d'avoir de l'anxiété un peu aujourd'hui, tu vois. Ouais. J'exagère un peu le trait, mais. Non, mais et du coup, c'est moins panique à bord, c'est bon. Ça va être une journée pénible, ça va être un peu lourd, ouais. mais je sais que ça va partir. Et du coup, rien que ça. Puis après, j'ai fait aussi en parallèle. Alors bon, chacun il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font des exercices de respiration.
Moi, je sais que par exemple, le yoga m'a énormément aidé. Je me suis mise au yoga à cette époque-là. J'en fais presque tous les jours, mais des tout petits exercices. Mais ça peut être, tu vois, des étirements, du stretching, d'avoir un peu cette routine. En fait, d'être très connecté à toi. Alors, ça fait un peu cliché, mais je pense que d'être connecté à ton corps, c'est important. Tu vas te voir là où ça fait mal, là où tu respires bien, des positions qui te détendent, elles sont où les tensions. Tu vas pas être en autopilote comme un robot, mais prendre un peu le temps de te poser et de voir comment va ton corps, voir comment va ta tête. Et le yoga, il y a beaucoup de ça là, dans cette pratique. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc je dirais que c'est un mélange de tout ça. Ça arrive souvent, hein, le yoga, C'est vrai dans les différentes discussions que je peux avoir. Puis le yoga, en plus, je sais pas si c'est le cas partout, mais à Berlin, c'est quand même devenu un truc méga important. Il y a vraiment des studios de yoga qui ouvrent toutes les... C'est vrai. Bon, c'est parce qu'on est en pleine gentrification, etc. Et que ça fait partie des trucs de self... tu vois, de Self-development. Après, moi, je le pratique jamais en groupe. Hein. Ouais. J'ai une application. Mais tu pourrais pratiquer en groupe, hein, c'est pas... Mais je l'ai fait, mais j'aime moins. Parce que je trouve qu'il y a un côté un peu, tu vois, peut-être truc social où je suis moins à l'aise, où moi j'aime être dans mon confort quand je le fais dans mon salon, puis c'est mon rituel et en gros je le fais, bon, pour qui s'intéresse, je le fais avant de prendre ma douche le matin. Donc c'est vraiment, je prends mon café, je fais du yoga et ensuite je me lave. Donc flemme d'aller, tu vois, à un studio. Donc j'aime que ce soit disponible et du coup ça fait que c'est un outil, peu importe où je vais, j'ai toujours mes cours sur mon téléphone. Je pars souvent maintenant, voilà. Je suis cette personne qui part avec son matelas de yoga en vacances. Bah ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et je le remarque les jours où je suis très stressée ou que je peux avoir de l'anxiété. Alors parfois t'as du yoga qui va être un peu fitness intense, tu fais tes abdos, bon ça voilà. Et ben t'as d'autres exercices de yoga où c'est vraiment lié à la relaxation, l'étirement. Et il y a vraiment un avant et un après. Hein. Ouais. Et ça fait beaucoup de bien. Et c'est trop bien. Mais je pense que ça rejoint un peu ce qu'on nous conseille ce qu'on peut nous conseiller en thérapie. Je sais que, tu vois, typiquement la méditation de pleine conscience, la méditation aide force, aide force. La méditation te force. Cette phrase elle t'invite, ouais. Ouais, exactement. Merci pour ça. La méditation t'invite à aller prendre conscience de ton corps, de tes parties du corps, de comment est-ce qu'elles, tu vois, de les ressentir, de les conscientiser, etc. Et je pense que c'est ce qui participe à se sentir mieux dans son corps. Ouais. C'est ce qui fait aussi que le sport, ça aide, que c'est excellent le sport. C'est que tu te sens bien quand tu te sens bien dans ton corps, tu peux te sentir un peu mieux dans ta tête aussi. Et ce qui est marrant, c'est que moi, la méditation, vraiment, j'ai essayé, j'arrive pas. Ça me stresse, en fait. Ouais, je comprends. J'ai beaucoup de mal. J'ai essayé et j'aimerais que ça marche, mais ça, c'est un retour qui arrive souvent aussi. C'est vrai. Alors après, je me mets une pression de devoir atteindre et je n'y arrive pas, ça me stresse. Non, ça marche pas trop pour moi. Je pense que l'erreur qui peut être faite parfois, alors, c'est pas forcément une erreur, mais pour certaines personnes, c'est juste que ça marche pas trop. C'est que moi, ça m'a été conseillé à un moment où vraiment ça allait pas du tout, quoi. En fait, quand ça va vraiment pas du tout, c'est dur. Quand on te dise, respire, fais une marche en forêt, t'as envie de dire, mais non, mais t'as pas bien compris mon problème, en fait. C'est pas du tout mon problème. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais mon premier médecin qui m'avait vu quand j'avais des énormes trous sur la tête, m'avait dit, aller nager le week-end et aller dans la nature. J'étais là, mais, non. Là, il me faut un truc un peu plus, ça va pas marcher, là. Ils sont mignons, les arbres, mais. En fait, je perds mes cheveux, là, je deviens chauve. Hello. Ce qui est parfait pour, chauve dans la forêt, vous serez heureuse. Yes. Ce qui est parfait pour l'aérodynamie quand tu vas nager, mais. Exactement, ça a plu. Même pas besoin de mettre un bonnet de bain. Hop là. Non, mais en gros, moi, c'est des bons conseils entre guillemets, mais c'est pas des conseils suffisants et qui sont pas adaptés, je trouve, à quelqu'un qui est en état de détresse psychologique. De dire à quelqu'un qui est, je dis pas que t'es en détresse psychologique, mais et d'ailleurs, ça m'avait choqué parce qu'il m'avait vraiment dit comme ça de but en blanc, ça pourrait être aussi toute votre tête. Ouais. Je peux pas vous dire que ça reviendrait, ça pourrait être toute votre crâne. Et je me suis dit, mais comment un médecin qui voit une personne qui clairement ne va pas très bien et perd ses cheveux en patch, comment tu peux dire ça à une patiente? Je sais pas si c'était un cas isolé ou s'il y a aussi un problème de peut-être, tu vois, on n'est pas. Il y a des médecins aussi qui n'ont pas beaucoup de tact, ça arrive. Des gens qui, tu vois, je pense, il était peut-être pas dans un bon jour, j'en sais rien. Peut-être qu'il avait de l'anxiété lui aussi, qu'il était un petit peu nerveux. Il était en pleine crise d'angoisse. Ce jour-là, il était là, juste genre, ça pourrait être toute la tête. Sortez de mon cabinet. Casse-toi de mon cabinet. Sortez de mon cabinet, il faut que je prenne un Xanax. Non, mais ouais. Non, mais c'est intéressant, je trouve, donc il y a eu le yoga. Il y a eu surtout la thérapie qui a été un déclencheur et pour moi dans mon cas, je pense que l'anxiété était vraiment due à elle est due à il y a pas que ça.
Mais le point de départ, c'est un traumatisme qui dure plusieurs années quand je suis plus jeune. Et je pense que d'avoir quelqu'un qui aussi, c'était la première fois de ma vie qu'on me disait que ce que j'avais vécu, c'était pas OK. Ouais. Et que ça avait tel nom, que ça s'appelait comme ça, enfin que c'était, tu vois, de l'abus. Et que c'était traumatisant, en fait. Pour n'importe qui serait passé par ça, aurait aujourd'hui des séquelles. Et donc, d'avoir déjà quelqu'un qui reconnaît ton mal-être, qui te dit que ça vient de quelque part, qui met un mot dessus et qui t'explique que en conséquence tu subis ça et ça et ça, c'était presque libérateur. Ouais. Et puis elle m'a dit en fait, quand tu parles quand je parle à ma psychologue, elle m'explique que je suis pas la dernière patiente à venir avec des problèmes d'anxiété. Donc tu comprends que t'es pas seule, qu'il y a plein de gens qui traversent ça. Et puis t'as vraiment quelqu'un qui te regarde et qui te dit ça va aller en fait. Oui c'est difficile mais ça se soigne. C'est comme tout mal-être, quand tu vas chez le médecin, que t'as mal quelque part, que ce soit la tête ou au corps, ça soigne. Ouais, donc déjà d'avoir ça, tu te dis bon bah ok, en fait il y a de l'espoir. Le brouillard dans lequel t'es à ce moment-là, quoi. Exactement. Et comment ça se passait enfin, on va pas aller dans le détail des séances, mais comment est-ce que tu travailles ça en gros avec une psy, enfin avec ta psy, comment est-ce que tu travailles ça? En vrai, c'est pas qu'on n'en parlait pas. Elle savait, donc elle m'avait dit que j'avais un trouble de l'anxiété. Mais du coup, c'était pas le sujet en fait de chaque session. Chaque session, c'était plutôt, on travaillait beaucoup sur ce qui s'était passé dans ma vie, dans ces fameuses années, tu vois, de enfance et surtout d'adolescence, du schéma où t'as grandi, l'impact de la famille, mais comme tout le monde, voilà, n'importe qui grandit dans n'importe quelle famille, il va y avoir des conséquences. Donc c'était un peu revisiter, c'était en fait faire le travail de thérapie sur mon environnement familial, le couple, etc., qui a débloqué derrière des choses qui ont fait que mon anxiété allait mieux. Mais c'était pas des séances qui étaient dédiées à l'anxiété. On disait pas genre aujourd'hui, tu vois, ça marchait pas comme ça. On parlait, je dirais pas qu'on parlait de tout sauf de ça. Elle savait que j'avais des problèmes d'anxiété. Et puis, souvent, au début d'une séance, elle me dit, bon, comment ça va? Et je lui dis, soit je lui dis, ça va plutôt bien en ce moment. Ou parfois, je lui disais, là, c'est dur, là. Franchement, ça fait 3 matins que je me réveille, j'arrive pas à respirer. Donc, je pense qu'elle jaugeait aussi un peu l'état dans lequel j'étais. Mais pour autant, elle s'attardait pas sur le fait que j'arrive pas à respirer. Elle comprenait que j'avais de l'anxiété. Et du coup, on revenait à discuter et je pense qu'on démêlait, en fait, t'avais une boîte de nœuds que j'avais accumulée depuis des années. Et on piochait dans cette boîte, c'était un peu t'ouvres la boîte de Pandore, t'as 10 000 problèmes qu'en sortent. Et en fait, doucement, tu démêles un peu tout et ça apporte de la sérénité ailleurs. Et du coup, ça atténue et ça aide les problèmes d'anxiété. Ouais. Mais c'était pas des séances où moi je disais, voilà, j'arrive pas à vivre, il faut que vous m'aidiez, comment on fait? Parce que peut-être que j'étais pas non plus à ce point dans cette détresse. Mais on travaille sur toute ma vie, toute ma construction. On voit un peu où ça a coincé, et en démêlant ce qui a coincé, ou en tout cas en parlant et en sortant ces problèmes de leurs petits tiroirs dans lesquels on les avait planqués, et naturellement, il y a des choses qui vont mieux et qui se débloquent. Ouais. Et du coup, je saurais pas te dire, genre, boum, un jour, ça allait mieux l'anxiété. Non, j'ai vu qu'au fur et à mesure des séances et des années, presque, on a fait au moins 2 ans de thérapie intensive avec ma psychologue, naturellement, ça allait mieux. Puis, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, c'est marrant, en fait, l'anxiété est plus tout autant présente. Et je remarquais que les épisodes anxieux, donc déjà, les crises de panique, déjà, elles arrivaient quand même rarement, mais là, elles arrivaient presque plus. Et surtout, par exemple, les matins où je me réveille, j'arrive pas à respirer, c'était de plus en plus rare. Donc, au lieu que ce soit une fois tous les 2 jours, après, c'était une fois tous les 3 jours, puis c'est devenu une fois par semaine, puis maintenant, ça doit être une fois par mois. Mmh. Et il y a des fois où c'est plus, et c'est emmerdant parce que t'as l'impression parfois de rechuter. Mais une fois de plus, tu sais que c'est passager. Et puis tu te dis, bon, ok, il s'est passé ça cette semaine, j'ai ce stress, j'ai ce truc qui arrive, qui fait que je sais que ça peut être très trigger pour moi. Tu te connais, en fait. Un des points aussi très positifs de la thérapie, c'est que tu apprends vraiment à te connaître et à te comprendre et comment tu fonctionnes. Tu connais tes mécanismes. Et donc, tu sais ce qui potentiellement va déclencher des choses positives, des émotions positives ou négatives dans ta tête et dans ton corps. Et t'en as plus le contrôle. Donc, c'était une évolution, alors je dirais comme toi, pas une guérison, mais une amélioration lente et progressive qui fait qu'un jour, je me suis rendu compte, en fait, ça arrive très peu maintenant. Ouais. Mais c'est cool. Mais c'est trop bien. Bah oui. C'est vraiment trop bien. Ouais. Et du coup, avec cette thérapie, est-ce que du coup, tu sens que tu appréhendes ta vie différemment? Est-ce que tu adaptes un peu
ta vie en te disant si jamais je fais trop de ça, je vais être plutôt anxieuse. Si jamais je fais ci, ça, enfin, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre dans ta vie pour ça? Bah, il y a des choses dans le mode de vie à fond, par exemple l'alcool. Moi, je sais que si je bois beaucoup d'alcool, si j'ai plusieurs soirées arrosées à la suite, je vais en payer les conséquences. Genre, je vais en payer le prix dans les jours qui suivent. Ça va être ça, par exemple, un gros déclencheur d'anxiété. Et je sais d'ailleurs, même parfois quand j'ai un dîner sympa le week-end, tu vois, une fête avec des potes, je sais que le lundi ou le mardi, va y avoir une journée qui va être un peu plus difficile. Ouais. Alors, c'est aussi le prix à payer. Enfin, entre guillemets, j'ai pas envie de renoncer à parfois m'amuser plus que d'autres soirs, ou tu vois, faire un dîner un peu plus arrosé certains soirs que d'autres. J'ai pas envie d'y renoncer, donc je me prépare. Je sais que, tu vois, dans ma tête, je sais que ça peut arriver. Mais clairement, oui, ménager et, comment on dit, réguler la façon dont tu bois. Moi, je bois moins, je bois en quantité plus raisonnable, même si, bien sûr, il y a des moments où, voilà, faut aussi savoir profiter, lâcher du lest, tu vois, pas toujours être dans le contrôle. Mais l'alcool a un gros impact sur mon anxiété, et ça, je trouve que, enfin, je l'entends beaucoup autour de moi, donc je pense que c'est universel. Hein. Ouais. Puis après, t'as le manque de sommeil, le fait de pas faire assez de sport. Enfin, oui, tu vois que des petites choses du quotidien et en vrai un rythme de vie un peu plus équilibré favorise une santé mentale meilleure. Donc il y a ça beaucoup. Et donc maintenant, tu le vois plus. Parce que j'imagine qu'il y a une phase où ça a pu être un peu du contrôle, entre guillemets. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de choses que j'évitais. On appelle ça les évitements. Complètement. De se dire, je vais pas à tel endroit, ou je vais pas à tel événement, ou je fais pas telle ou telle chose dans mon quotidien pour être sûr que ça revienne pas. Là, j'ai l'impression, de la manière dont tu le dis, où c'est plus dans le cadre de l'acceptation, de se dire, bon, il y a ce truc-là que j'ai envie de faire, cette soirée que j'ai envie de faire avec des potes. Ouais. Je sais que probablement je vais boire un petit peu d'alcool. Le lendemain, je serai un peu plus J'anticipe, fragile. ouais. J'anticipe, je sais que ça va arriver. Mais je suis pas dans le contrôle de me dire, ah non, là, je suis à 20 centilitres exactement de tel... Ouais. Bah, pas dans le contrôle. Après, je pense qu'il y a une époque aussi où j'avais un rapport qui était beaucoup moins sain à l'alcool, parce que je pense que tu vois, de boire, ça, comment on dit quand on... Ça désinhibait? Pas désinhibe, mais tu sais, ça anesthésie. Ouais. Voilà, tu bois, ça anesthésie un peu ton anxiété. C'est ce que j'y mets, enfin oui, c'est dans le sens là que je dis, Oui. je dis pas désinhibé, genre ouh, on se met tous à poil. Ça y est, je suis plus timide, ouais. Non, c'est pas ce que je disais. C'est plus, oui, en fait, le fait de boire ouais. qui étouffe un peu l'anxiété, qui la rend sourde. Et donc, je pense qu'il y avait aussi une époque où j'avais peut-être tendance parfois à aller boire beaucoup et vite en soirée, parce que tu vois, j'arrive déjà à un dîner en étant un peu anxieux, j'ai du mal à respirer. En fait, je bois 3-4 verres, hop, je vois que ça va déjà mieux, mon anxiété, je la sens un peu moins. Et donc, il y avait aussi ce rapport un peu moins sain à l'alcool. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, je te dis une fois de plus, c'est pas le contrôle. Il y a des soirées où franchement, on est dans une vibe et on se marre et c'est très arrosé, bah c'est très arrosé et on va vivre la soirée. Je me suis jamais empêchée, mais c'est vrai que du coup, je suis quand même plus confiante de me dire, attention, plus je vais boire, ou plus fréquemment ça va être, plus il va y avoir des conséquences à payer après. Ouais. Donc à ce niveau-là, je suis quand même, je dirais pas dans le contrôle, mais j'essaie de doser, en fait, d'être un peu plus raisonnable. Et ça marche mieux après, quoi. Ouais. C'est trop bien. Et enfin vraiment, quand je trouve, c'est ce que j'ai remarqué aussi de mon côté, c'est que la thérapie a vraiment amené des réflexions un peu plus profondes, mais même pas, enfin c'est pas du jour au lendemain se poser une question énorme et changer sa vie complètement. C'est, comme tu dis, un changement progressif qui se voit vraiment et qui se ressent, de se dire mais ok. Je me vois 5 ans plus tôt et je vois la différence entre ma vie quotidienne et même ma vie, mon état psychologique et mon état aujourd'hui, mon état de fatigue générale et mon état d'aujourd'hui de fatigue générale, alors que pourtant j'ai un enfant de 2 ans. C'est fou, c'est vraiment le jour et la nuit et je trouve ça dingue. Enfin. Et puis dans la thérapie, je pense que on n'est pas obligé d'aller en thérapie parce qu'on a des problèmes. Je pense que c'est une bonne idée d'y aller, d'aller faire un check quoi qu'il arrive. Et moi, quelque chose que j'ai appris avec la thérapie, au-delà de parler de ce qui avait été traumatisant, etc., et de régler des soucis, c'est que tu apprends vraiment à te connaître. En fait, c'est un moment qui est dédié avec un spécialiste qui est dédié à parler de toi, essayer de te comprendre, comment est-ce que ton cerveau marche, comment est-ce que tes émotions marchent. Et
quand dans ta vie t'as l'occasion de faire ça. On te l'apprend pas à l'école, on te l'apprend pas au sport, peut-être qu'on te l'apprend en famille si t'as de la chance, mais pas toujours ta famille qui est éduquée à ça non plus. Et donc en fait, au-delà de, tu vois, la thérapie qui règle des problèmes, je pense que la thérapie c'est très important pour apprendre à se connaître. Et du coup, forcément de ça découle un état de stabilité que t'avais pas avant, un état de bien-être, un état de stress qui est moindre. Tu vois, je pense qu'il faut pas forcément y aller parce qu'on a des soucis, mais c'est vraiment apprendre à se connaître. Moi, je me suis rencontrée, enfin, c'est un peu cliché, mais je trouve que je vis mes plus belles années, je suis le plus alignée et à l'aise avec moi-même depuis que j'ai fait de la thérapie. Il y a vraiment un avant dans ma vie, il y a un avant et après thérapie. Faut vraiment pas hésiter à se faire aider. Je pense que si on se reconnaît dans ce genre de moments, quand on nous raconte les moments de panique, de solitude, d'isolement, où on a peur, une sensation de perte de contrôle, parfois aussi un peu de perdre la tête, vous n'êtes pas fou. Et je pense qu'il faut pas hésiter à déjà peut-être en parler autour de soi, parce qu'on peut avoir des amis, parfois plus qu'on ne soupçonne, des gens qui sont aussi passés par des troubles de l'anxiété ou des symptômes de l'anxiété et qui peuvent avoir de l'empathie, qui peuvent nous guider, et puis pas hésiter aussi à aller chercher des aides professionnelles. Hein. Ouais, totalement. Est-ce que tu penses à d'autres conseils que tu aurais à des gens qui nous écoutent, peut-être qui viennent de découvrir qu'ils ont des troubles de l'anxiété ou qui se reconnaissent dans les symptômes que tu as décrits, par exemple, en début d'épisode? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là, en plus d'aller parler d'aller parler autour de soi et de se faire aider s'il faut de façon professionnelle? Bon, c'est déjà un très bon conseil. Non, mais de prendre soin de soi, en vrai. Vraiment de s'écouter, de prendre soin de soi. D'être très indulgent et... Ça va faire un peu cliché, mais... Non, il n'y a pas de cliché. Tu sais, de s'aimer, de prendre soin de soi, d'être indulgent, d'être bienveillant avec soi-même, de... Comment dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien ce que tu veux dire. D'être gentil, tu vois, de pas d'être gentil avec soi-même. D'être indulgent avec soi-même, d'accepter, en fait, ce qui vient. Non, et puis de se dire que si on se sent comme ça, c'est parce qu'il y a un problème, qu'un problème c'est gérable et qu'il faut se guérir et que du coup il faut être faut vraiment prendre soin de soi, quoi. Faut être gentil avec soi-même et qu'il y a quelque part une solution qui existe, il y a quelque part un problème à déchiffrer et que on n'est pas coincé, que c'est pas une situation irréversible et ouais. Non, c'était pas... C'est en vrai, tu dis que c'est cliché, mais je trouve pas que ça le soit. En fait, on a tendance à voir les choses un peu clichés parfois quand on parle de self-love, de trucs un peu de s'aimer soi-même, enfin des trucs qui sonnent un peu comme des phrases de coaching sur Instagram. Je trouve que malheureusement, il faut pas qu'on laisse ce terrain à ces clichés-là, parce que c'est vraiment une importance capitale de s'aimer soi. Bah, en fait, imagine, tu t'es dans la rue ou t'es avec un de tes potes et d'un coup tu vois cette personne qui commence à trembler, à pleurer, qui arrive pas à respirer et qui est en panique. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui faire un gros câlin, tu vas la prendre dans tes bras, tu vas l'écouter, tu vas lui dire bah raconte-moi ce qui se passe et tout, je suis là, t'inquiète pas, ça va aller. Bah imagine que c'est toi, il faut que tu fasses la même chose avec toi-même. Ouais. Et on aurait peut-être pas tendance à le faire, tu vois. J'aime bien ça. Mais c'est ça en gros. Ouais, complètement. Et tu sais, enfin moi je sais qu'il y a un moment où j'étais vraiment très très bas. J'étais vraiment au fond du trou à ce moment-là, et mon cousin m'avait filé un bouquin, mon cousin Antoine, que j'embrasse s'il écoute cet épisode. Il m'avait filé un bouquin, il sait pas du tout que je l'ai lu d'ailleurs, mais un livre de Frédéric Lenoir, qui est, tu sais, philosophe, et qui vulgarise entre guillemets la pensée philosophe de la Grèce antique, mais aussi des pensées un peu plus récentes, etc. Bref, qui vulgarise la philosophie. Et il y a un livre en particulier qui s'appelle Du bonheur et qui parle de qu'est-ce que c'est en fait que le bonheur. Et je pense qu'à une ère où le bonheur est presque une injonction, en fait, c'est t'as tout ce qu'il faut autour de toi pour être heureux, alors pourquoi tu serais pas heureux? En fait, c'est arrivé pile à un moment où ça résonnait complètement en moi de me dire mais pourquoi est-ce que je vais pas bien? C'est pas normal. J'allais le dire, ça, je me reconnais vachement quand tu dis ça, cette injonction où ce que les gens peuvent te dire autour de toi, mais pourquoi t'es stressé, pourquoi t'es pas bien, t'as un boulot, t'as un mec, tu vis dans une ville que t'aimes, t'as des potes, enfin, pourquoi tu te sens mal?
Et ça, c'est pire. C'est tellement contre-productif. T'as l'étau qui se serre encore plus autour de ta gorge. T'es là, mais parce que en plus de tout, t'as de la culpabilité. Et une fois de plus, t'as un côté irrationnel. Bah, c'est vrai, ça. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? C'est pas logique. Ouais, complètement. Ouais. Et ça te pose, enfin, on te pose à ce moment-là une question à laquelle toi-même tu n'as pas de Incapable de réponse. répondre. Et c'est précisément ce qui te stresse, c'est que tu ne sais pas pourquoi. Exactement. Tu vas pas bien, etc. Exactement. Et du coup, ça alimente un truc. C'est un cercle vicieux. Un peu autodestructeur de se dire, mais en fait, tu vois, de s'en vouloir et de se dire, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Ou d'en vouloir à son cerveau, de dire, mais qu'est-ce que tu me fais, en fait? Pourquoi tu me fais des dingueries comme ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est l'acceptation de ça, de soi, de sa condition. C'est très difficile, ça prend du temps. Oui. Mais c'est important et en fait, ça vient avec, avoir de la patience envers soi-même. Donc, ce que tu dis, je trouve, est pas du tout cliché et très juste, c'est, être gentil avec soi-même, s'accepter tel qu'on est et se dire que ça va pas durer toute la vie et que ça aide, je pense, se dire que t'es pas coincé dedans là, c'est pas pour toujours. Exactement. C'est une phase et il y a plein d'outils pour s'en sortir et tu vas y arriver. Ça c'est un des trucs les plus importants en tout cas. Si de voir cette espèce de lumière au bout du tunnel où on te dit attends, tu vas pas rester bloqué à ce stade-là toute ta vie. Parce qu'il y a un moment où t'as l'impression que c'est ça. Hein. Totalement. Et on est tous les deux là pour dire témoigner qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir et vivre une vie beaucoup plus apaisée. Et du coup, dans le livre qui s'appelait Bonheur, non ? Du bonheur, ça parlait de ça, ça parlait de cette injonction à... Ça parle de pas mal de choses, mais en fait, c'est ce qui fait pas mal Frédéric Lenoir, c'est de prendre des pensées des penseurs antiques et de les rendre plus facilement compréhensibles avec des exemples du quotidien, par exemple, ou des exemples contemporains. Et donc, il le fait assez bien. Et alors, je pourrais pas te ressortir parce que j'ai vraiment lu il y a 8 ans ce livre, mais ça t'avait fait du bien à l'époque. Ça m'avait fait du bien de le lire et de me dire, de comprendre. Ça m'avait sorti un petit peu de cette espèce de marasme dans lequel j'étais, où je me disais, y a rien qui va, y a rien qui marche, et en plus, j'arrive pas à prendre le métro, en gros. Et si je devais résumer ma vie en 3 phrases à l'époque. Ouais, c'est ça. C'était ma vie en 3 phrases. Oh. C'était bien plus que ça, mais je ne voyais que ça. Je voyais que le prisme négatif. En fait, ça m'a aidé, entre autres choses, mais ça m'a vraiment aidé à réfléchir un peu différemment à ma condition et puis à peut-être me dire qu'il y a des réponses qui existent et qu'il faut que je les cherche, quoi. La lecture, ça aide. Hein. J'aurais pas de livre à recommander parce que j'en ai pas lu qui ont été transcendants dans mon chemin d'évolution avec l'anxiété, mais je suis certaine qu'il y a aussi plein de ressources. Peut-être que tu en as parlé dans d'autres podcasts avec d'autres invités qui avaient des recommandations, mais je suis certaine qu'il y a aussi des outils au niveau de la lecture qui peuvent aider. Et même des podcasts. Le tien, en premier. Non, mais c'est vrai, tu vois, par exemple, quand tu m'as parlé de ton podcast, je pense que, une fois de plus, il y a un côté très isolant dans l'anxiété, où tu te sens très rapidement seul, avec ton problème, t'as l'impression que t'es le seul à vivre ça, et tu te sens vraiment, isolé, j'ai pas d'autre adjectif. Et le fait d'entendre des témoignages, moi, c'est quelque chose qui m'a, ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé aussi. C'était pas ton podcast, qui n'existait pas encore à l'époque, mais il y avait déjà, tu vois, ne serait-ce que des émissions ou des podcasts sur l'anxiété, d'entendre des témoignages d'autres personnes qui sont passées par la même chose, c'est déjà un espèce de... Alors, pas qu'on soit content que les autres aillent mal aussi, mais il y a un côté soulagement de se dire, en fait, ça arrive à un tel, une telle, puis des gens avec des profils très variés, donc tu te dis que ça touche à tout le monde. Ouais. Et je pense que d'entendre le témoignage des autres, ça fait aussi beaucoup de bien. Parce que parfois, tu te reconnais dans leurs symptômes, tu te dis, mais attends, mais moi aussi j'ai ce truc-là, mais moi aussi ça m'arrive. Et t'entends soit des exemples d'outils que les gens utilisent pour aller mieux, t'entends d'autres parcours, et puis t'as de l'espoir, parce que t'entends que ça s'est arrangé pour d'autres personnes, et qu'ils ont réussi à s'en sortir. Donc je pense que c'est de vraiment pas rester isolé, d'aller en parler et d'écouter les expériences des autres, ça aide beaucoup. Totalement. Et du coup, je rebondis là-dessus, parce que c'est toi qui m'as envoyé un épisode de l'émission Les Pieds sur Terre. J'adore. Qui est trop bien, France Culture, c'est trop cool. Et d'ailleurs, la plupart des choses que j'ai entendues en rapport avec l'anxiété, c'était sur Radio France, donc soit France Inter, soit France Culture. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de podcasts là-dessus, énormément. Grand bien vous fasse, de Ali Rebehi, trop bien. Et donc, cet épisode de Les Pieds sur Terre qui s'appelle L'anxiété, du 3 février 2026. Je mettrai le lien dans la description. Qui est très intéressant, vraiment très très bien, un angle super intéressant de personnes qui parlent de leur anxiété sous différents angles. Et c'est intéressant parce qu'il y a je me souviens de 2 femmes, je sais plus s'il y avait 3 témoins, mais je me souviens de 2 femmes, et il y en avait une qui avait l'anxiété qui
qui savait qu'il y avait un déclencheur par rapport à un épisode particulier d'une relation très conflictuelle ou très compliquée avec un ex, et que c'était le point de départ de son anxiété. Et t'avais une autre personne qui, elle, n'arrivait pas à mettre de mots sur d'où ça vient, quelle est la racine de ce mal, on va dire, et qui vivait encore avec eux aujourd'hui. Et du coup, ça me rappelle un peu toi et moi, où moi, je sais qu'il y a vraiment un déclencheur, un environnement précis qui m'a conditionnée à être anxieuse. Et toi, qui a peut-être moins de grippe sur exactement d'où ça vient, mais qui vit quand même avec. Et moi, c'est ce qui m'a touchée dans ces témoignages, c'est de voir qu'il y avait ça, qu'il y avait les cas de quelqu'un comme moi qui avait une anxiété qui était liée au départ à quelque chose de très précis et une autre personne qui l'avait pas. Donc, comme quoi. Trop bien. Mais voilà. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que j'aime aussi avec les différents témoignages qu'il y a, c'est que on peut se retrouver dans l'un ou l'autre. Exactement. Comprendre ce que vit quelqu'un sans se retrouver complètement dans son témoignage. Et c'est la richesse de tout ce témoignage qui fait qu'on s'y retrouve un peu plus et qu'on a une idée un peu plus claire de tout ça. Ouais. Trop bien. Écoutez le podcast de Grégoire. Comme vous venez de le faire. Si vous êtes encore là. Bah écoute, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses déjà. Merci Laure, c'était trop cool de t'avoir. Merci à toi Grégoire. C'était vraiment trop bien, merci d'avoir accepté de parler dans le podcast, ça me fait vraiment très plaisir. C'est la fin de cet épisode, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui laisser une note de 5 étoiles, ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci et à bientôt.